Bonsoir à tous et bienvenue. La Côte d'Ivoire veut améliorer son système éducatif pour une école ivoirienne de qualité. Les États généraux de l'éducation ont été lancés ce lundi. Il s'agira de recueillir les lacunes existantes et de proposer des solutions innovantes. Les musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, célèbrent demain la fête de la Tabaski et comme à l'accoutumée, le mouton sera à l'honneur. Ambiance à la foire au bétail à suivre. Enfin, c'est un scandale international. Des dizaines de milliers de journalistes, de militants et de politiques espionnés à leur insu par des États via le logiciel israélien Pegasus. C'est ce que révèle un consortium de journalistes. L'Afrique, nous le verrons, n'est pas épargnée. Mais d'abord, face à la dénonciation ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, notamment de la cherté de la vie, Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, a dénoncé des exagérations au cours d'une conférence de presse. Il expliquait les raisons de certaines augmentations. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissédou. La grogne des populations sur la flambée des prix a poussé le ministre du Commerce et de l'Industrie à faire des éclairages. Face aux journalistes qui l'ont assailli de questions, Souleymane Diarra-Souba a expliqué le contexte global de l'inflation, marqué par une forte demande de la consommation et de la faiblesse de la production liée à la pandémie de Covid-19. En effet, partout dans le monde, avec la reprise économique caractérisée par une reprise de la demande beaucoup plus forte que prévu, après une année 2020 marquée par la pandémie de la Covid-19 et les tensions sur les matières premières, l'inflation reprend de la vigueur. Et l'indice des prix alimentaires de la FAO a progressé pour le 12e mois consécutif et s'établit à 127,1 points avec un bond de 5,8 points, la plus forte hausse mensuelle depuis 2010. S'il admet que la Côte d'Ivoire ne fait pas l'exception à cette crise des prix, il dénonce toutefois les fake news sur les réseaux sociaux qui indiquent des hausses de prix qui ne reflètent pas toujours la réalité. Les prix de ces produits affichés sur les médias et les réseaux sociaux que nous avons pu constater, semblent exagérés et ne cadrent pas avec la réalité. À titre d'illustration, le sac de riz de 22,5 kg rizière, vendu à 12 900 francs en 2020, coûte aujourd'hui entre 12 425 francs et 12 600 francs CFA. Contrairement à ce qui a été avancé sur les réseaux sociaux, comme quoi le prix avait évolué entre 8 000 francs et 12 500 francs. Donc pour dire que le prix de 8 000 francs ne reflète même pas la réalité. Et pourquoi? Parce qu'en 2020, le gouvernement a pris une mesure de plafonnement et le prix du sac de riz de 22,5 kg plafonné par le gouvernement était de 12 900 francs. Le prix d'huile de 20 litres qui coûtait 16 500 francs est vendu aujourd'hui en fonction de la marque entre 17 975 francs et 18 000 francs pour Palme d'Or et 18 200 et 19 100 francs pour Aya et entre 20 200 et 20 400 francs pour Dinor. Le gouvernement a renforcé le Conseil national de lutte contre la vie chère. Cette institution est un cadre d'échange permanent entre acteurs en vue d'une meilleure maîtrise des prix sur le marché. Le ministre en charge du commerce a aussi mis en garde les commerçants véreux, abonnés aux spéculations. Elle avait annoncé dès sa prise de fonction en avril dernier. C'est désormais chose faite. La ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, vient de lancer les états généraux de l'école ivoirienne. Ils s'étendront sur 6 mois. Il s'agira de réfléchir à des propositions concrètes pour construire un système éducatif de qualité et d'excellence. Pierre Dipomélin. Cocody, salle des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. L'ensemble des acteurs du système ivoirien, appuyés par l'UNESCO, au chevet de l'école ivoirienne. S'il est à noter que de nombreux investissements ont été consentis par le gouvernement en termes d'infrastructures et le renforcement du capital humain, les résultats scolaires de ces dernières années n'ont pas suivi.
À l'ouverture de ces assises, qui vont durer plusieurs mois, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a rappelé les gros investissements de l'État dans l'école. Au cours de la décennie écoulée, des ressources budgétaires substantielles ont été investies dans le système éducatif, permettant la construction depuis 2011 de 36 665 nouvelles classes dans le primaire, dans le secondaire, ainsi que le recrutement de 76 430 enseignants et de 4 941 personnes dédiées à l'encadrement, afin d'accompagner la volonté du gouvernement d'offrir à chaque enfant vivant sur le territoire ivoirien les possibilités d'exercer son droit à l'éducation conformément à l'article 9 de la loi fondamentale de 2016 qui stipule que toute personne a droit à l'éducation et à la formation professionnelle. Déceler les dysfonctionnements, de rentabiliser et capitaliser tous les investissements éjectés dans le secteur éducatif, mais surtout apporter des réformes innovantes pour relever aussi bien le niveau des élèves que du personnel enseignant. Ce sont là les défis de ces États généraux et l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, n'en demandait pas plus. Sa directrice générale adjointe a fait le déplacement pour marquer le soutien de l'organisation. Nous devons aussi agir ici et maintenant, car la pandémie a provoqué les plus grands bouleversements des systèmes éducatifs depuis un siècle au niveau global. Plus d'1,5 milliard des élèves affectés sont victimes de la fermeture des établissements, pour la fermeture des écoles et des universités. Et les écoles ont été fermées presque 110 jours comme donnée moyenne au niveau global. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, envisage pour la Côte d'Ivoire un leadership avéré dans le domaine de l'éducation, fondé sur la culture, de l'excellence et du mérite. Aux derniers examens du baccalauréat, plusieurs candidats présumés fraudeurs avaient été épinglés. Un coup de filet qui montre la détermination de la ministre Mariatou Koné à en découdre avec la fraude et la corruption dans le système éducatif. De la culture dans ce journal, rencontre avec des artistes plasticiens. Les arts plastiques sont-ils rentables en Côte d'Ivoire? Si certains peinent à en vivre, d'autres en revanche ne sont pas à plaindre, vous le verrez. Nadja Eja, Harouna Zeba. Entouré de peintures et de pinceaux, John Echard crée sur cette toile tableau-portrait. Pour son œuvre, John s'inspire de photographies auxquelles il ajoute une touche personnelle. Je peux associer au moins 4 à 5 images pour faire un tableau. Passionné par le dessin depuis la tendre enfance, John s'est investi pleinement dans la peinture en grandissant. Malgré son talent, l'homme peine à vivre décemment de son art. D'autres, même quand tu dis le prix du tableau, ils pensent directement à la nourriture. Par exemple, tu dis le prix du tableau, tu dis, ah, moi, je n'ai pas encore acheté mon sac de riz. Et puis tu me dis, le tableau a cet prix. Donc, il voit que il n'a pas encore vu la valeur de l'art. Un avis que partage partiellement la population. Moi, personnellement, je pense que c'est joli. Ça fait beau quand on les dépose dans la maison. Mais particulièrement, je n'en ai jamais acheté. Je trouve les prix un peu élevés. C'est normal que ça puisse coûter cher parce que le nom même l'indique, l'art. Il faut être un artisan, c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps. Pour mieux vendre, c'est donc vers les galeries d'art que se tournent les artistes. Daniel Bamik-Badé est artiste-sculpteur et expose dans cette galerie située à la Riviera 2. Ses œuvres sont créées à partir d'un matériau original avec, pour chaque création, un enseignement à délivrer. Je travaille à partir de matériaux de récupération, précisément le fer. J'ai voulu représenter la sagesse africaine à travers ce que moi j'appelle la maîtrise de la parole. Parce que là, quand j'ai travaillé, vous voyez bien, on sent le front, on sent les yeux, comme si c'était un personnage ou un visage humain. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau de la bouche. Et là, j'ai travaillé un peu sur le pouvoir de la parole.
La parole, la bouche qui sert ici, comme j'ai mis un piège. Je fais très attention à ce qu'on dit le plus souvent. Parce que soit on se piège soi-même, on se condamne soi-même en parlant. Un travail fouillé qui paye bien. Il suffit d'avoir l'amour de faire la chose bien. Parce que tout ce que tu fais bien va toujours donner un bon résultat. Un bon résultat aussi, ça se monnaie, ça devient ce qu'on appelle l'argent. Donc moi, là, ça me nourrit bien. Parce que moi, je pense que l'artiste, même d'abord, premièrement, c'est pas l'argent, c'est ton rendu. Comme Daniel, ils sont plus de 150 artistes à bénéficier de l'accompagnement de cette galerie pour la promotion de leurs œuvres. Deux types de styles, un peu une partie abstraite et une partie figurative. Donc on essaie en accrochant de mettre un peu les deux en juxtaposition, histoire de pouvoir aussi, des fois nous recevons des enfants, nous recevons des écoles pour leur expliquer un peu ce qu'on peut entendre par art abstrait, en même temps que par l'art figuratif. Et pour mieux apprécier un tableau, il faut voir au-delà de la première perception. Si on veut vraiment percevoir la scène qui est là, il faudra que nous aussi on fasse un effort de distance, de recul, de positionnement, pour pouvoir lire ça. Et le monde, on voit les choses à travers les formes, les couleurs. Ici, ça parle de formes et de couleurs. Donc, quelque chose comme ça, ça peut vous aider à percevoir les choses, à comprendre des sentiments, à comprendre, anticiper des fois sur des choses. Un conseil bien mis en pratique par Naïm Souti, financier et par ailleurs passionné d'art. Dans l'antre de sa maison, impossible de jeter le regard sans tomber sur une œuvre d'art. À tous ses voyages, Naïm se fait pas prier pour s'en procurer. Ça fait quoi, plus de 25 ans. Je collectionne. Bon, au début, je pouvais rester en extase devant un tableau toute la nuit. Ça communique quelque chose. Au début, nous tous on a commencé quand tu cherches quelque chose qui est joli. Et après, tu vois des œuvres bizarres, tu dis, mais ça, les gens disent, mais ça ne ressemble à rien. Pourquoi? Mais quand tu commences à t'habituer, ça travaille l'œil. Donc, tu arrives à aller au-delà de ce que tout le monde voit. Il y a l'aspect aussi réserve des valeurs. Et quand tu achètes une œuvre, je dis, tu as mis 1 million, 2 millions. Et tu sais que dans 5 ans, 10 ans, 2 millions deviennent 5 millions. Après, quand tu laisses pour les enfants, ça peut être plus. Sa plus grosse folie, une œuvre de John Hwan, un célèbre artiste contemporain. À en croire les experts, les arts plastiques en Côte d'Ivoire ont de beaux jours, avec l'émergence de jeunes talents et une culture immensément riche. Mais pour un réel envol de ces secteurs, les acteurs sont unanimes, il faut la volonté politique. La colère des impactés de la voie autoroutière Alépé, Adzopé et Bimpé, dont l'un des échangeurs traverse leur quartier, à savoir RAN Extension, au cœur de la colère, le barème de calcul pour l'indemnisation de leurs biens. Ils appellent à sa révision, faute de quoi ils manifesteront dans les tout prochains jours. Timé Danger, Tanguy Colin. RAN Extension. Ici doit être réalisé le plus grand échangeur de la voie autoroutière, dénommé Y4. Habitations, commerces, mosquées ou encore écoles sur l'emprise doivent être rasés. Avant sortent déjà de terre les piliers précurseurs de l'ouvrage. Le coup d'accélérateur reste lié à la libération de l'emprise. Les négociations engagées à cet effet coincent avec des occupants sur le pied de guerre. Ce sexagénaire est l'un des premiers résidents du quartier. Propriétaire de bâtisse, il est également l'un des premiers à signer le contrat pour libérer l'emprise. Non, sans pincement au cœur. Ce que j'ai dépensé ici, là, ça dépasse ce que vous m'avez proposé. Ah, on n'est pas d'accord, je me suis parti. Bon, après, quand on se voit, les gens disent « Ah, Ablaye, tu ne peux pas, vous ne pouvez pas le mettre l'État. » Je dis ah, « Ça, ce n'est pas une affaire de l'État, on nous a dit des négociations. » Mais si ça devient comme ça, c'est une appelle négociation. Donc, après, j'ai fait au moins 2 semaines et c'est parti signer. A contrario, cet autre résident refuse de signer son contrat. Motif allégué, non-respect de la grille d'indemnisation. Il était dit qu'ils allaient négocier avec nous. Mais on a constaté que ce n'est pas une négociation, c'est plutôt imposition. Les gars nous imposent, on ne négocie pas. Quand tu regardes ce bâti-là, il ne serait-ce que cette chambre-là seulement, même vous savez que ça là seulement bâti sur un terrain aujourd'hui d'Abidjan, ici 7 millions même ne peut pas. Et puis on va te parler de 7 millions, est-ce que tu peux signer ce pacte-là? Tu ne peux pas. Même avis pour ces autres habitants. Depuis plus de 30 ans, nous sommes dans ce quartier.
Bien vrai, je suis un impacté. Je ne suis pas contre parce que c'est le développement, ça arrange toute la population. Et nous félicitons le président pour ça. Mais ce qui est le problème pour nous, c'est le dédommagement. Pour ma maison, 31 600 000. Pour le terrain, on me proposait 2 millions. Et pour mon transport, 50 000. On est loin des chiffres qui peuvent nous permettre de reprendre notre vie ailleurs. Donc c'est ça qui nous inquiète. C'est pour ça que j'ai refusé de signer. Si des signataires disent avoir agi par résignation, tous n'ont pas été invités aux négociations. On est ici, ça fait plus 8 ans. 8 ans, quand il a perdu son emploi et son coin, et puis on est revenu au début maison, il n'y a plus de moyens. Je suis partie comme il n'était pas là, on a dit de payer un montant encore pour avoir un papier encore, dossier technique. Donc j'ai dit, bon, il n'a pas les moyens. Il dit, bon, si on ne donne pas ce papier, il ne peut pas nous laisser signer. Il dit, ils ont donné 3 millions. Maintenant, 3 millions en nos jours, 600 mètres carrés, on ne peut pas avoir sur la terre, même au village, à la sous-préfecture de Boaké, même on ne peut pas trouver 3 millions pour 600 mètres carrés. Donc ça ne peut pas nous arranger. Mécontents, les riverains envisagent un sit-in pour se faire entendre. Bien avant, ils interpellent les autorités compétentes sur ce dossier qui perturbe leur sommeil. Nous avons eu accès à un document sur la page de la Y4. À la page 74, il est dit pour le dédommagement, le coût du mètre carré est estimé à Anyama à 10 000 francs. Mais à la négociation, on nous propose 5 000 francs. Le document à sa page 74 dit que le mètre carré de nos différents bâtis, ce sont des bâtis à logement économique, varie de 200 000 à 250 000 francs le mètre carré. Nous allons partir où? Avec ces miettes-là qu'on nous propose. Nous demandons pardon, qu'on revoie le coût de notre dédommagement afin qu'on puisse partir d'ici la tête haute. Notons que le PTUA, sollicité pour des précisions sur le sujet, entend faire des éclairages après-demain mercredi. La voie autoroutière Y4 doit fluidifier le trafic entre les communes nord du Grand Abidjan et des localités périphériques dont Adzopé et Alépé. Jeunesse, paix et développement sera au menu de la 5e édition de Yop Reggae Festival qui se déroule du 18 au 22 août à la place CP1 de Yopougon. C'est l'information livrée par le commissaire du dit festival. Et la cuvée cette année devra réunir une brochette d'artistes locaux et internationaux. Yéli Traoré. C'est ce dimanche 18 août que sera donné le top départ de la 5e édition du Yop Reggae Festival. L'édition de cette année, qui se déroule du 18 au 22 août, aura pour thème jeunesse, paix et développement. Vu le processus de réconciliation et de cohésion nationale dans lequel nous sommes engagés, on a bien voulu choisir pour thème jeunesse, paix et développement. Parce qu'on est tous conscients que ce sont les jeunes qui sont au devant de tout ce qu'il y a comme trouble. Parce que soit ils sont oisifs, soit ils sont manipulés. Donc, en début du festival, il va y avoir un séminaire de formation de ces jeunes-là qui sera animé par le ministère de la Réconciliation, le CNDDH, Conseil national des droits de l'homme, et le ministère de l'Emploi jeune. Et à la suite, des diplômes leur seront remis afin qu'ils puissent faire l'écho de cette formation-là auprès de leurs camarades jeunes. La cuvée 2021 de ce festival verra la participation d'une brochette d'artistes nationaux et internationaux et sera ouverte à d'autres genres de musique. On a fait une programmation qui est à 80% locale. Voilà, compte tenu de la Covid, on sait que c'est difficile, mais néanmoins, des artistes viendront du Sénégal, du Burkina et de la France. Mais au plan local, on a des noms tels qu'Onel Mala, on a Malaiki, on a Mazinga, on a Kaloudia, en tout cas une belle brochette d'artistes, plus d'une dizaine d'artistes qui sur 2 jours vont animer tout ce qui est concert au niveau de Yop Reggae pour la 5e édition. Yop Reggae Festival, qui est devenu au fil du temps un festival majeur en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, promeut également le patrimoine culturel ivoirien. Cette année, il mettra en lumière le patrimoine du peuple Hatchan. Et
Ils ont été espionnés via leur téléphone par le puissant logiciel israélien Pegasus, journalistes, militants et politiques du monde entier pour le compte de plusieurs États. C'est ce que révèle un consortium de journalistes. Et l'Afrique n'est pas épargnée. Traoré Yeli. Selon une enquête publiée dimanche par un consortium de 17 médias internationaux, le logiciel Pegasus, élaboré par l'entreprise israélienne NSO Group, aurait permis d'espionner les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise. Introduit dans un smartphone, le logiciel permet d'en récupérer les messages, photos, contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire. L'ONG Amnesty International dénonce. C'est un système qui est utilisé selon de nombreux rapports publiés l'année dernière par les médias pour violer les droits des militants des droits humains, des diplomates, des avocats des droits humains, des journalistes qui dénoncent la corruption. Le système, selon nos informations, a cette fois été utilisé pour attaquer un militant travaillant pour Amnesty International. Et pour nous, en tant que citoyens israéliens, il s'agit d'un tremblement de terre. Des pays comme le Mexique, le Maroc, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Togo, le Rwanda et la Hongrie, entre autres, sont cités comme utilisateurs de ce logiciel. L'affaire a également été jugée inacceptable si avérée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Si c'est avéré, c'est totalement inadmissible et contre tout type de règles. Nous avons nos règles dans l'Union européenne en ce qui concerne la liberté des médias et la liberté de la presse est l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est totalement inadmissible. Le site d'information Mediapart et l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné ont annoncé lundi qu'ils allaient déposer des plaintes à Paris après des informations indiquant que les téléphones de certains de leurs journalistes ont été espionnés par un service marocain à l'aide du logiciel. Le Maroc a catégoriquement démenti le recours par ses services de sécurité à Pegasus pour espionner des journalistes. Le groupe NSO, basé en Israël, accusé de faire le jeu des régimes autoritaires, assure que son logiciel sert uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes. Retour en Côte d'Ivoire, les prix du mouton sont-ils maîtrisés en cette veille de Tabaski? Demain, les musulmans vont célébrer la fête du sacrifice, ambiance à la foire au bétail. Dans ce reportage de Brice Niawa et Fulgence Kissédou. Parc à bétail de Port-Boué. À quelques heures de la fête de la Tabaski, les clients se bousculent vers les enclos pour s'approvisionner. Une période faste pour ces bouviers. Moi, personnellement, à mon côté, j'ai eu presque 35 clients, 35 à 40 clients. Bon, ça va. Ça a commencé à aller. Voilà pourquoi j'ai le sourire. Sur la foire là, ça passe bien. Vraiment, nous on n'est pas découragés, ça passe bien vraiment toujours. J'ai vendu 20 moutons maintenant là. 1, 2, 3 moutons et plus. Chacun son marché selon son pouvoir d'achat. Mais les avis sur les prix restent mitigés. Moi, je suis venu avec 300 000. Je suis allé discuter le mouton. J'ai eu ces 3 moutons là à 115 000, 115 000. Donc il me dit que le prix est un peu abordable. Un mouton même. Et puis bon, ça là, moi j'ai payé ça 100 000 francs. On paye ça 100 000 francs et le prix est bon cette année. Bon, avec le bétail, on constate que chaque année le prix devient de plus en plus cher. Habituellement, ça me coûtait 125 000, si c'est trop 150 000. Mais cette année, je l'ai payé à 175 000. Donc je trouve que c'est encore plus cher. Toi tu viens, peut-être toi tu as au moins 100 000 francs sur toi. Si toi tu viens, l'autre va te dire 140 000, 160 000, 250 000. Tu vas te retrouver avec quoi? Tu tournes seulement sur toi. Donc ils n'ont qu'à revoir le prix. Je suis rentré ici à 15h30. Le coin que j'ai visité, ça veut plus que 7 coins. Maintenant, je vais sortir pour aller reprendre encore, pour aller voir si je peux avoir l'argent que j'ai, si je peux acheter. La majorité des vendeurs expliquent qu'en plus des charges liées au transport et à l'entretien des bêtes, jusqu'à leur vente, le prix a augmenté à cause des différentes crises qu'ont connues les pays d'origine de ces bêtes, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le plus petit prix du mouton se lève actuellement, disons, à 80 000, mais ça c'est des bébés moutons. Attends-moi mon petit mouton là. Le mouton de 80 000, envoie-le là, le montrer. Là, ces moutons comme ça sont à 80 000 actuellement sur le marché. Et ça, c'est chez moi, hein, en tant que grossiste. Hein. Ça, comme ça. Voilà. Sinon, de ça, les prix, à tous les prix, ça va jusqu'à 300 000, 400 000, ça dépend.
La foire aux moutons, c'est aussi plusieurs autres petits commerces. C'est grâce à Dieu aussi. Si moutons ça marche, pour nous aussi, ça va. Ça marche. Sac là, il a envoyé des sacs. Ça reste un peu. Bon, je trouve que dans cette période, pour la fête des Tabaski, effectivement, le marché a augmenté encore plus. Et vraiment, ça nous rapporte de mieux. On ne peut pas se plaindre. Ouverte officiellement par le ministre des Ressources animales et halieutiques le vendredi dernier, la foire aux moutons offre aux croyants musulmans l'opportunité de s'approvisionner en vue de la fête de la Tabaski, prévue ce mardi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Evelyne Débat et Pirac Pro pour vos prochains journaux télévisés. Et quant à nous, on se retrouve tous les samedis, bien évidemment, dans l'intégrale de NCI Reportage et dans quelques semaines pour votre journal. Bonne fête de Tabaski à tous.